monde. On va commencer par un angle biographique qui n'a encore jamais été abordé à la Compagnie des Livres, mais qui se justifie par un lien avec le roman qui va nous occuper ce soir. Dans Passer sous silence, justement, l'aspirant Morisetti pose cette question à l'inspecteur Borgio, c'est à la page 46. Donc alors, puis vous, chef, l'armée, major, colonel? Et Jacques-Étienne Bevard, l'armée, simple recrue, gradé, tir au flanc, réformé? Eh bien, bonne question, mais très embarrassante en même temps. La réponse à la question de Morisetti, qui s'attend à ce que son chef, l'inspecteur-chef Borgio, lui réponde qu'il est major, ou colonel, ou lieutenant-colonel, c'est inapte. Évidemment, stupéfie le jeune aspirant qui pensait qu'on ne pouvait pas entrer dans la police sans avoir fait au moins l'école de recrue. Et Borgio répond, si ma mémoire est bonne, il faut croire qu'à cette époque-là, ils engageaient n'importe qui dans la police. Non, en ce qui me concerne, disons que j'ai une carrière militaire qui ressemble à celle de Morisetti, non, de Borgio, non pas de Morisetti. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de passer pour inapte et que j'ai choisi cette voie-là pour me rendre intéressant et préfère avoir du temps pour écrire quand j'avais 20 ans plutôt que de me retrouver sous les drapeaux. Décision que je regrette profondément, parce que, mais bon, on ne fait pas toujours tout juste dans la vie, mais enfin voilà. Donc ma carrière militaire est assez réduite. En revanche, j'en ai fait une brillante dans la protection civile, jusqu'au plus haut grade qu'on puisse imaginer, et ce qui m'a donné l'occasion de quelques sujets de nouvelles. Une qui est apparue dans les Nains de Jardin, où on retrouve un peu l'audience, même les détails de l'organisation de la protection civile. Bon, alors vous avez deux tirs au flanc réformés ici, côte à côte. La différence, c'est que moi, je ne regrette rien du tout. Alors, à part ça, Parmé, ton parcours résume le parcours type de l'écrivain roman, du moins de notre génération. Études de lettres, enseignement secondaire, en l'occurrence pour toi au gymnase de la Cité à Lausanne, un peu de journalisme. Bon, beaucoup dire, quelques chroniques. Quelques chroniques. Juste entre nous, là, aurais-tu milité à la fin des années 70 dans des mouvements d'extrême gauche? Non, du tout. Pas du tout. Bon. Ah, c'est un peu différent de certains. Non, là, dans la fin des années 70, j'étais plutôt. Je lisais des choses comme Xénophon ou Platon, je jouais du bar, j'allais à la pêche, j'étais plutôt isolé, tout le monde écoutait Pink Floyd, militait, etc. Mais rassure-moi, t'es pas de droite quand même. Ah ben évidemment que si. Alors là, c'est spécial pour un écrivain roman, hein. Il n'y en a pas beaucoup. On peut le regarder. Que de droite, on possède sa maison, on a une voiture, on a un bon salaire, on est de droite. Hein? Eh ben, on fera aussi la paire. Comme écrivain, tu es assez précoce, hein. Tu publies de nombreux livres à partir de 1988, romans, nouvelles, récits, 1982. 82. J'ai regardé sur la liste, j'ai vu le premier en 88. Oui, non, mais j'ai commis d'autres péchés. Ah, c'est des péchés de jeunesse. Vie, voilà. Ouais. Bon, alors c'est encore plus précoce. Mais il y a tout de même quelque chose d'étrange dans ta biographie, quelque chose qui, à parler avec les tendances politiques, quelque chose qui tranche radicalement avec la biographie de l'écrivain roman type. À partir de 2010, plus rien. Silence radio over, comme dit un de tes personnages, dont on parlera plus tard. Tu ne publies rien, plus rien, avant 2024. Et ce roman qui s'intitule justement « Passer sous silence ». Alors, là, on se pose la question, pourquoi ce silence? Pourquoi ce grand vide? Comme le chantait Hervé Villard. Mais pourquoi le silence? Pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? Hein? Bon, là, je dois préciser qu'on n'avait pas l'argent pour engager le vrai Hervé Villard. Donc on a pris son sosie. Mais ça fait quand même 45 ans qu'Hervé Villard se pose la question.
Vous voulez vérifier, il a 78 ans, il serait quand même temps que tu lui répondes. Oui. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce grand vide? Mais je suis très honoré qu'on me pose la question, parce que d'habitude, on s'intéresse à ce que les écrivains écrivent, donc au contraire du silence, et voilà qu'on s'intéresse à mon silence. Donc je suis très honoré, mais je réponds très volontiers à cette question. On s'est intéressé au silence de Rimbaud, de Salinger, c'est pour ça que je suis très honoré. De Lee Harper, voilà. Bon. Non, mais justement, il me semble que ça me fait monter encore un grade, si j'ose parler de grade en ce qui me concerne. Non, apparemment. Non, mais sérieusement, il y a toutes sortes de raisons à ce silence. L'une étant celle que j'avais l'impression que l'effort que me demandait l'écriture n'en valait pas la peine. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à écrire aussi bien que je voulais et que cet effort m'épuisait. Ce qui me conduisait à une insatisfaction douloureuse et permanente et à préférer détruire ce que je faisais plutôt que de le continuer. Donc ça, c'est une des réponses à ce silence, c'est que j'avais l'impression de me heurter, disons de me perdre dans une quête d'idéal inatteignable et aux dépens d'autres choses de ma vie. Alors, il se trouve aussi, pour des raisons familiales, j'ai dû aussi consacrer plus de temps à mes filles, tout simplement pour faire les courses, pour faire à manger, pour être présent, etc. Il y a eu oui, aussi le passage de la cinquantaine, une sorte de bilan, disant ben voilà ce que j'ai fait, qui je crois être, et qu'est-ce que j'ai encore envie de vivre, et est-ce que j'ai envie de passer toutes ces heures à écrire des choses qui n'en valent pas la peine, ou est-ce que je préfère vivre tout simplement d'autres choses, ne serait-ce que d'être un peu plus disponible pour mes amis, mais évidemment ma famille, d'être un peu plus disponible pour la lecture. Et combien de milliers de fois je me suis dit non, je ne vais pas lire ce livre, je ne vais pas relire Proust, parce qu'il faut que j'écrive. Combien de milliers de fois je me suis dit, ben tiens, là, ce paragraphe qui t'a coûté 3 heures, tu aurais pu lire 80 pages de Dostoïevski. Alors, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il faut encore ajouter un roman tous les 2 ans, comme ça? C'est ça ta vie, c'est ça que tu veux? Ben non. Et puis, il se trouve que j'ai eu la chance de faire une rencontre tout à fait miraculeuse durant cette période, et même au début de cette période, et que j'ai préféré me consacrer entièrement à cette nouvelle vie et cette rencontre-là. Donc, toutes ces raisons ont fait que, effectivement, je me suis un petit peu terré dans le silence. Et puis, les choses ont fait que, me déchargeant d'un point de vue professionnel, j'étais prof de gymnase de français et en plus doyen. Dans le canton de Genève, je pense qu'on dit recteur. Ce qui veut dire gérer tous les emmerdements possibles et imaginables de l'organisation d'un gymnase, c'est-à-dire d'une réunion de gens tous plus susceptibles et maniaques les uns que les autres, et bien sûr, tous les ans je me moque de moi-même, ce qui prend énormément de temps et d'énergie, et qui est exactement le contraire de l'écriture. Parce que, si vous voulez, pendant quelques années, 9 ans en fait, j'ai troqué Word pour Excel. Et tous ceux qui connaissaient deux logiciels comprennent exactement ce que je veux dire. J'ai passé, au lieu de lire Dostoïevski, j'ai troqué les heures d'écriture contre des heures d'Excel en train de mettre salle AA36 pour tel prof de 10h à 11h, mais il faut qu'il ait le temps d'aller ensuite à la A21, et puis c'est quelqu'un qui a de la peine dans les escaliers, donc il faut une autre solution. Bref, tous les examens, les semaines spéciales, les cours, enfin bref. Mais j'ai fait ça aussi parce que, culpabilisons d'avoir pas servi la patrie comme j'aurais dû. Et n'ayant jamais fait de politique, n'ayant participé à aucune société, ni rien du tout, ayant vécu en autiste total, je me suis dit, je vais quand même une fois dans ma vie faire quelque chose pour
pour la société. Alors on m'a demandé de devenir doyen, ben, j'ai dit d'accord, j'ai joué le jeu pendant 9 ans, mais ça m'a bouffé. Et là, ayant fini par être assez habile et rapide dans mes tâches décanales, eh bien, je me suis remis à écrire par plaisir, par envie, un livre que j'ai décidé de mener jusqu'au bout, quoi qu'il advienne, et de flinguer les saboteurs qui me faisaient chaque fois retomber. Et c'est ce qui s'est passé, et puis le livre est paru. Il faut dire que alors que j'étais que vraiment dans les prolégomènes, dans l'embryonnaire du livre, j'ai appris que Bernard, mon éditeur, avait eu un accident. Et lui ayant téléphoné aux urgences où il était, je lui ai demandé ce que je pouvais lui apporter, m'attendant à ce qu'il me réponde des chocolats, l'illustré, ou une bouteille de whisky single malt. Et il m'a répondu un manuscrit. Il était vraiment très malade. Il était suicidaire. Bref, donc là, je me suis dit, je ferai ce manuscrit dans l'année. Et je l'ai fait, et le voici. Et voilà. Bon, ben, merci pour ces propos, parce que je suis sûr qu'ils résonnent pour certains d'entre nous, à commencer par moi. Surtout les questions que tu t'es posées, évidemment, qu'on se les pose. On va se les poser. Alors, l'année 2024, on le constate, c'est celle des grands retours. Donald Trump revient à la Maison-Blanche après 4 ans d'absence. Et Jacques-Étienne Bovard revient à la littérature après 14 ans de silence. Même si, de toute évidence, il n'y a aucun lien de causalité entre ces deux événements. Et Jacques-Étienne Bovard revient avec ce qu'on doit bien appeler un polar un peu particulier, avec une tonalité légère qui tire parfois sur le comique, très loin du côté un peu glauque ou sombre du polar traditionnel, mais un polar tout de même. Pourquoi avoir choisi ce genre littéraire alors que ce n'est pas a priori celui que tu privilégiais entre dans tes années 80 et 2010? 1925 et... Non, mais j'ai dit, j'allais dire 88, mais tu m'as dit 82, alors je sais plus. C'est pas tout à fait vrai que c'est nouveau pour moi d'écrire une intrigue policière. J'ai déjà, dans au moins 2 de mes romans précédents, mis en scène, donné une structure criminelle à l'intrigue du roman. C'est le cas des Beaux Sentiments de Demi-sang suisse, où il y a un meurtre déguisé en accident de cheval. C'est le cas aussi dans Ne pousse pas la rivière, où il y a un viol et un meurtre d'une jeune femme au bord de la Loue, ou près d'Ornans. Enfin bref, il y a déjà ça, mais dans chaque cas, l'intrigue policière est un prétexte pour développer d'autres thèmes qui me tiennent à cœur. Et puis ça m'oblige à avoir une certaine ligne directrice dans le récit. Et c'est ce que j'ai fait là aussi. C'est-à-dire, oui, c'est un polar dans la mesure où il y a tous les ingrédients, presque, et ça donne prétexte, ou ça donne l'occasion d'exprimer d'autres choses. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça comme ça. Et si tu avais à faire le pitch de ton roman, c'est-à-dire à dire juste ce qu'il faut pour attiser l'intérêt du lecteur, sans trop dévoiler l'intrigue, que dirais-tu en 3-4 phrases? Alors, je partirais du fusil qui sert à tirer sans tuer. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un quelqu'un qui tire à grande distance, avec une précision effrayante, sur des gens sans les toucher, exprès. Donc on a affaire à une sorte de sniper, un serial no killer, de sniper platonique. C'est-à-dire, il tient la vie de quelqu'un au bout de son arme, dans son viseur, il peut jouer avec, il peut tirer, il peut tirer, puis au dernier moment il dévie. Mais la personne visée, elle a presque senti la balle siffler aux oreilles. Alors c'est ça le pitch. Dans le canton de Vaud paisible, dans cet endroit où ne se passe jamais rien, voilà, quelqu'un se met à tirer
avec une arme de guerre sur des personnes sans les atteindre. Alors il faut quand même trouver qui c'est, d'où l'enquête qui démarre, l'inspecteur-chef Bourgeot, c'est un vieux ranchon autiste comme moi, et un jeune stagiaire qu'on lui fout dans les pattes, qui s'appelle Morigetti. Voilà, alors ça c'est effectivement une des particularités de ce polar, qui est un livre un peu spécial. Le plus souvent, comme vous le savez, le polar, ça commence par la découverte d'un cadavre. À partir de là, soit on connaît l'assassin et l'intérêt réside, comme dans Colombo, dans les brillantes déductions de l'inspecteur qui l'amèneront infailliblement à découvrir le coupable par la seule puissance de son intelligence, ce qu'on appelle le roman de détection initié par Edgar Poe. Soit on ne connaît pas l'assassin, et le suspense tient dans les multiples fausses pistes, les rebondissements attendus, l'inévitable rebondissement final qui va révéler l'identité surprise du coupable, auquel, bien entendu, personne n'avait jamais pensé. Dans les deux cas, le roman de détection décrit un monde très rassurant parce que, fondamentalement, rationnel et sans mystère, le pouvoir de l'intelligence humaine est tel qu'il met systématiquement le mystère chaos, comme l'affirmait le gimmick des romans de Léo Mallet, si vous connaissez, et de son inspecteur Nestor Burma, c'est l'inspecteur qui met le mystère chaos. Alors, passer sous silence, il y a un peu de ça, mais justement, c'est ce qu'on vient de dire. Là, il y a une particularité, il n'y a pas de cadavre. Du moins pas au début. Il y a bien un cadavre en cours de route. Pour ceux qui veulent un cadavre, il y en aura un. Mais il n'a pas un lien très fort avec l'énigme. Pas de cadavre, donc pas d'assassin. Ce qu'on a, c'est une personne qui, comme Jacques-Étienne vient de le rappeler, qui fait exprès de rater sa cible. Alors on va voir, Vincent va nous lire le l'incipit, le tout début du roman, où justement il y a cet épisode du tir raté. Son atroce casquette repoussée en arrière, il se masse le front d'un geste méthodique, comme pour vérifier qu'il est toujours là. Manifestement, il est bien lisse, bien épais. Je vous jure, monsieur l'inspecteur, elle m'a passé à même pas des centimètres. Un grand gaillard, la quarantaine, costaud, qu'on ne s'attendrait pas à voir si blême et flageolant. Ou commissaire, enfin je ne sais pas comment qu'il faut dire. D'abord, on se détend. Inspecteur-chef Bourgeot, police de sûreté. Vous êtes en sécurité. Bon, je comprends rien. Je croyais que c'était la gendarmerie que j'avais appelée pour le constat. Vous avez raison, mais quand ils sont surchargés, ils font appel à nous, surtout en cas d'usage d'armes à feu. Mais personne n'est mort. C'est juste de la tôle. Même en l'absence de victime. Vous comprenez ce que je dis ou dois-je répéter? Un halo hante son regard dilaté, mais il n'est pas vraiment sourd. Les deux autres sans doute un peu chargés aussi. Il fait cru, le soleil a passé derrière la montagne, et une brume blanchâtre s'élève du fond du vallon, laissant déjà sentir l'hiver. Avec un peu de chance, on pourrait boucler cette misère en une demi-heure. Un téléphone. Mon adjudant, l'inspecteur Morigetti, qui va prendre toutes vos identités. Anchaud, Roger, construction métallique à Buron-les-Bains, propriétaire du véhicule endommagé. Je me redressais un quart de seconde plus tôt, je la prenais en plein chalet. Bourgeot peine à détacher son regard de cette casquette orange où est imprimé tout un réseau de branchages, comme sur sa parka et son pantalon de la même étoffe. Les deux autres présentent des tenues semblables qui mêlent des intentions à la fois de camouflage et de survisibilité. Et c'est à cause de ces accoutrements qu'il rechigne à prendre cette espèce de nom à faire ou sérieux. Une balle perdue dans la portière d'une camionnette, si j'ai bien compris, le propriétaire est très remonté, tu peux nous débarrasser de cette bringue?
S'amusait l'adjudant Dunuy au téléphone avant de rappeler le cas d'une jument abattue par un novice qu'il avait prise pour un chevreuil sans remarquer la clôture qui l'enfermait. Et celui, quelques années plus tôt, d'un cultivateur de marijuana qui prit pour un sanglier en sortant d'un champ de maïs. Alors si on ajoute à ce début assez peu conventionnel cette légèreté du récit que j'ai mentionné tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que tu t'es aussi amusé à t'installer dans un genre bien défini pour volontairement en détourner certains codes? Oui, alors, bien sûr que je me suis amusé, même beaucoup, à écrire ce livre. Je dirais que pour moi, l'écriture même est un jeu sur le langage, sur le vocabulaire, sur les ambiances, etc. En fait, je ne suis pas un écrivain qui aime souffrir. J'aime bien avoir du plaisir quand j'écris, et m'amuser aussi, et m'émouvoir, mais dans un sens positif aussi. J'aime pas finir mon exercice d'écriture plombé. J'écris plutôt pour me déplomber si je suis plombé. Donc c'est un peu un mouvement naturel chez moi que d'ajouter de l'ironie, de l'humour, du sarcasme, peut-être de la caricature aussi. J'ai envie aussi que mon lecteur s'amuse. Ma lectrice plutôt. Puisque un lecteur, c'est dans 7 cas sur 10 au moins une lectrice. Donc, oui, je me suis beaucoup amusé. Et j'avais une autre raison de vouloir m'amuser, c'est à travers le personnage de Morisetti. Morisetti, c'est un petit jeune, il a 25 ou 26 ans. Il a eu des accidents dans sa vie, il voulait faire une carrière militaire, mais il n'a pas pu. Et puis, on l'a foutu dans la gendarmerie, on ne l'a pas pris non plus, alors il se retrouve à la sûreté, un peu comme ça, puis il ne sait rien, il fait que des conneries au début, et surtout il parle comme les jeunes parlent maintenant, comme j'ai supporté que mes filles parlent, avec des expressions qui m'énervent. Et puis comme les élèves aussi parlent. Alors J'ai décidé de ne plus me fâcher. Je ne suis plus prof, je ne suis plus papa, enfin oui, mais j'ai plus de mission de ce côté-là, et j'ai décidé de me réconcilier. D'apprécier. Après tout, la langue fait ce qu'elle veut. Et moi, le vieux gramme, j'arrive là avec mes non, on ne va pas écrire comme si, on ne va pas dire ça c'est pas une expression qui est correcte. Il ne faut pas dire chelou, il faut dire louche. C'est comme si je vais sur le quai du Mont Blanc et que j'engueule les mouettes, en leur disant arrêtez de faire des bruits dans le ciel. C'est totalement inutile. La langue va où elle veut. Alors, je me suis amusé aussi beaucoup à exaspérer mon personnage Borjo, qui a des lettres, qui a une bibliothèque, avec son petit jeune qui parle presque à la limite de l'incompréhensible. Et ça crée des effets que j'espère comiques. En tout cas, moi, qui m'ont bien fait rire. Alors justement, on parle de codification du genre. Le roman policier, le plus souvent, c'est un inspecteur du type loup solitaire, du moins dans les premiers, Maigret, Hercule Poirot, Nestor Burma, ou même Philippe Marlowe. Mais dans la version plus moderne, on a souvent un duo construit sur des types radicalement opposés. Alors, Jacques-Étienne vient d'en parler, c'est le cas ici avec l'inspecteur Borjo et son aspirant Morisetti. Alors le duo, je confirme, est particulièrement bien réussi. L'aspirant est savoureux, c'est une véritable trouvaille. Et puis surtout, tu as abordé en filigrane cette question-là, celle que je vais te poser. Les rapports entre Borjo et Morisetti s'inscrivent continuellement dans une relation maître-élève. Le premier doit former le second, et le maître, souvent, se moque de l'élève, avec beaucoup de bonhomie et finalement d'affection. Alors, c'est l'action que je voulais te poser. Est-ce que le professeur de gymnase, ou l'ex-professeur de gymnase, Bovard, s'est-il inspiré de sa propre expérience? Y a-t-il du Bovard en Borjo? Et si oui, le personnage de Morisetti est-il une sorte de reflet en condensé de tes élèves? Oui, certains de tes élèves. Oui, j'ai répondu déjà avant. Et puis j'ajouterais, alors oui, il y a une relation prof-élève, mais il y a aussi une relation père-fils qui s'installe.
Morisetti est d'ailleurs orphelin. Et puis Borjo n'a pas d'enfant, il est resté célibataire. Il ne s'est pas développé, mais on sait que ce n'était pas évident dans sa propre famille. Et il y a une génération de différence entre les deux. Et il se crée quelque chose que Borjo refuse. Enfin, il ne veut pas s'occuper de ce gars, mais finalement, il est gagné par une sorte d'affection, comme tu dis, irrésistible, et qui est accentuée par le fait qu'il y a des fois où des événements font craindre certaines choses. Parce qu'il se passe quand même des choses. Ouais, mais ça, il ne faut pas les voiler. Il faut lire. Alors, tu viens de le dire, ces deux générations, c'est aussi effectivement le père et le fils. Alors, on va un peu développer aussi cet aspect-là. Ce sont aussi évidemment deux époques qui se côtoient. Il y a le boomer d'un côté, et puis il y a la génération X de l'autre. Ces différences de génération, d'ailleurs, permettent à l'intrigue de se promener dans le passé et quelquefois de se projeter dans le futur. Les spécialistes universitaires appellent ça le roman archéologique, parce qu'il creuse plusieurs strates temporelles. Alors ici, on ne remonte pas aux Égyptiens, mais plus proche de nous, à la dernière guerre mondiale, au temps de la dernière guerre mondiale et de la mobilisation. Borjo, d'ailleurs, ressent avec un peu de nostalgie et d'inquiétude même ce temps qui s'enfuit, la vieillesse qui s'avance, les incertitudes du futur. Je vais vous lire un petit passage à la page 59. Donc le « il » qu'il y a dans ce passage, c'est Borjo, et puis le gamin qui fait mention, c'est Morisetti. Dans La Suisse en armes, souvenir du service actif 1939-1945, dédié à la nation et à l'armée, il croit retrouver une image du bunker aperçu hier, encore inachevé, hérissé de fers à béton. Et pourquoi ne pas offrir ce livre aux gamins? Beaucoup d'images, peu de texte, en gros caractères. Dans La Suisse et la guerre de Werner Rins, il lit des extraits du fameux rapport du Grütli, du moins tel que reconstitué par des témoins, puisque Guisan l'a prononcé sur la base de notes manuscrites et qu'il n'a pas été enregistré. Borjo ne savait pas cela. En fait, personne, semble-t-il, ne peut citer ce que le général a dit exactement. Lui vient alors l'envie impérieuse de lire sa biographie par Willy Gauchy, pavé considérable au fond du carton. Il y passe une partie de la nuit, sirotant des grogues, fasciné, effrayé par les similitudes qui sautent aux yeux avec l'époque présente, d'une évidence telle qu'il n'ose y croire. Car qu'en sait-il, lui, au-delà de la certitude d'avoir vécu toute sa vie à une époque facile et du pressentiment que celle-ci n'est pas promise à durer éternellement? Qu'est-ce qui attend surtout à Morisetti et ses enfants, s'il en a un jour? Alors, cette impression d'avoir vécu des temps bénis et cette inquiétude devant l'évidence qu'ils ne sont pas appelés à durer et que pour nos enfants, l'existence pourrait être bien plus difficile qu'elle le fut pour nous, c'est ce qu'on se dit tous à notre âge. Alors, davantage là que l'inspecteur Borjo, on a l'impression que c'est l'auteur Bovard qui s'interroge sur le parcours qui attend ses enfants ou ses petits-enfants et sur sa propre responsabilité dans ce parcours. Alors, est-ce que le boomer Bovard peut développer cette inquiétude, voire cette culpabilité, si culpabilité il y a, envers un futur à l'édification duquel on a participé et qui ne s'annonce pas forcément enchanteur? Bon, je pense que tu as déjà tout dit, oui. Alors je souscris au fait que c'est des pensées qu'on a tous et qu'on remue tous dans sa tête, à moins d'être complètement dans l'illusion ou le déni. Culpabilité, non, mais inquiétude, oui. Puis en même temps, sentiment d'impuissance, en disant d'avoir très peu de possibilités d'action face à ce qui se passe. Donc c'est plutôt, oui, c'est angoissant. Mais est-ce qu'on ne confond pas le crépuscule du monde avec notre propre crépuscule? Non,
Non, je pense pas. Mais Non. c'est une question très intéressante, effectivement, mais et que je me pose aussi. Mais en même temps, non, je pense qu'on est devant des faits qui ne sont pas de l'ordre de simplement une impression. On est devant des situations qui s'inscrivent dans une histoire et qui donnent de plus en plus à craindre, malheureusement. Bon, cela dit, puisqu'on remonte dans ce livre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on peut imaginer que les parents en 1940 qui voulaient mettre un enfant au monde, ils avaient davantage de questions à se poser que nous sur le futur éventuel qui les attendait. Oui. Mais je ne dis pas qu'ils ne se les sont pas posés. Ouais. Mais je me demande s'ils se les sont posés autant que nous, justement. Les parents d'Audi ont appelé leur enfant Adolphe en 42. Mais font plus tard. Et Manche-Clou, dans le merveilleux roman de Cohen, appelle ses enfants, son fils, Adolphe Benito. Car on ne sait jamais. Ah, c'est par précaution, là. Oui. Pour Rogy aussi, tu crois? Oui. Alors, on va conclure cette discussion sur le duo Borjo-Morisetti par un passage que Vincent va nous lire et qui est censé illustrer un peu ce qu'on vient de dire. Peut-être juste le passage ouais. où ils doivent aller chercher un chien quelque part. Et Morisetti s'est trouvé un truc pour aller chercher ce chien. Pile sur le week-end que ça tombait, en plus ils annonçaient grand beau. J'ai dit à Mégane, on charge les VTT sur la caisse, on se fait tous les bleds sur les 2 roues, le genre de plan qu'elle kiffe tout de suite. Il faut dire que c'est pas 200 bornes à vélo qui lui font peur. Pardon, aspirant, fait Maillard avec un coup d'œil d'urgence à Bourgeot. Peut-on vous demander qui est Mégane? Morisetti rayonne. Mégane Berthet, ma copine, quoi. Elle finit l'Uni en sport, c'était compliqué ces derniers temps, mais là on vient de se donner une nouvelle chance, même qu'on s'est pris en appart. Donc, 23 kleps mètres samedi, 24 dimanche, on s'est fait. Rod reste impassible, mais comme aggravé de l'intérieur. Ranière se vibre l'oreille droite du bout de l'auriculaire, d'un semble un cobra en érection. Devons-nous comprendre, détache Maillard avec une douceur de rasoir, que vous avez impliqué votre compagne dans une enquête? Un voile d'altitude passe quand même dans les yeux céruléens de Morisetti. Ben, un peu, monsieur le divisionnaire. Enfin, le minimum qu'il fallait pour le rallye Clébar, quoi. Je lui ai juste expliqué comme quoi j'avais la mission de chercher un chien abandonné, mais le fusil, les tirs, tout, alors rien, hein, pas un mot, pas fou. Et Madame Berthet vous a cru? Ben oui, enfin, je pense. Donc, on s'arrangeait pour entrer en contact avec les gens et pouvoir caresser le cador. On les voyait dans leur jardin ou en train de faire prom-prom dans le coin, sinon on sonnait. Vous sonniez, parfait. Et vous vous présentiez en tant que policier, naturellement? Oh ben non! De toute façon, même qu'on aurait montré nos cartes de flic, on ne nous aurait pas cru. Bon, c'est pas pour me vanter, mais Mégane en top et en short de vélo, elle fait pas vraiment penser à une représentante de la loi, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pensez que les représentantes de la loi doivent être grosses et moches? Ah non! Je voulais juste... Et ensuite, comment se déroulaient ces visites? Donc, elle parlait en premier, comme quoi on se cherchait un chien dans le genre de celui qu'ils avaient, mais qu'avant d'acheter, on voulait savoir mieux, niveau caractère, obéissance, jeu, mouflet, tout quoi. La variante, c'était qu'on montrait une photo de la même race que le leur, en disant que c'était le nôtre qu'on avait perdu et qu'on nous avait dit qu'il l'avait retrouvé. Du coup, s'il n'était pas déjà là, le clébard, il le sifflait pour bien nous montrer que, ben non. Il y en a même qui nous consolaient, trop sympa. On devait faire gaffe pour rester sérieux. Hein. Pendant qu'elle chattait, moi, je le caressais mine de rien avec mon téléphone dans la main, et ni vu ni connu, je cherchais la puce autour de la nuque. Ah oui, parce que j'ai demandé à un veto de m'installer ScanPet.
J'ai oublié de dire. Enfin voilà, il n'y en a plus que 8, on n'a pas encore pu le cacher. Manque de bol quand on est passé. Suffit qu'on revienne 2-3 fois au max et on sera fixé sur celui qui manque. Maillard, qui a bu à sa gourde, met du temps à revisser le bouchon. Tandis que les caciques sombres mais toujours muets le laissent visiblement gérer sa boutique. Dans ce roman, il est aussi beaucoup question de chasse et de pêche. De toute évidence, l'auteur Bovard sait de quoi il parle, à considérer les aspects techniques développés pour décrire ces deux activités. Ta bibliographie, nous indique que tu es un grand pêcheur, et je n'évoque pas ici le côté biblique du terme. D'ailleurs, Vincent a pris un livre, voilà, d'Étienne sur La pêche à rôder. S'il y a des amateurs de pêche, c'est un incontournable. Alors, j'imagine, parce que je ne sais pas en fait, j'imagine que tu es un pêcheur avéré, un pêcheur à ligne, mais je t'imagine mal en chasseur. D'ailleurs, le roman offre un portrait plutôt sympathique des pêcheurs et assez caustique des chasseurs. Oui, alors, bon, je ne suis pas chasseur, effectivement, mais j'ai eu dans ma famille de nombreux chasseurs. Et c'est vrai que ceux qui apparaissent ici, surtout les premiers, dans le chapitre qui s'appelle « Trois crétins », et là, ils ne sont pas présentés sur le meilleur jour. Mais il y en a d'autres qui le sont. Mais disons que, non, j'ai rien contre la chasse, ni contre les chasseurs, mais disons, ici, il se trouve que j'ai besoin de chasseurs. Ils sont un peu crétins. Voilà. Mais ça arrive. Mais il y en a aussi chez les pêcheurs, chez les profs, chez les médecins, chez les écrivains. Alors c'était parce qu'on a l'impression qu'en fait, pêcher c'est bien, mais chasser c'est pas très bien, non? Je ne fais pas de différence. Oui, c'est vrai, j'aurais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'on peut se dire ça. Oui, parce qu'en plus, il y a, il y a un pêcheur qui prend des poissons et qui les remet à l'eau. Oui, le pêcheur, il est bien. Il ne mange pas le poisson. Oui, exactement. Alors, le pêcheur, c'est... Bon, on peut dire qu'il ferait mieux de rester tranquille chez lui, puis de regarder le match, et de laisser le poisson tranquille. Mais toi, tu pratiques la pêche. Oui, oui, absolument. Mais je mange des poissons. Ah. Mais ça m'arrive d'en remettre à l'eau aussi. Est-ce que c'est par... alors, tu viens de répondre d'une certaine manière par expérience personnelle, par investigation ou documentation que tu peux décrire avec autant de détails techniques, notamment les armes à feu, parce que la pêche, bon, ça je pense que tu connais bien, mais les armes à feu, toute la balistique qui les accompagne. En d'autres termes, parce que ma question est un peu plus large, le processus créatif chez toi, il laisse une place préalable importante à l'imaginaire, ou est-ce qu'il nécessite un socle très réaliste, à grand renfort construit à grand renfort de documentation et d'investigation? Je dirais que d'abord je suis un imaginaire, mais j'aime bien m'appuyer sur du réalisme. Surtout quand il fait référence à des faits historiques ou à notre société, à ce qu'on vit tous les jours. Et là, j'aime pas dire quelque chose d'approximatif ou faux, donc je vais me renseigner. En ce qui concerne les armes, j'ai quand même, il ne faut pas oublier de mentionner ça, fait... C'est pas à l'armée que tu as appris ça. Non, mais j'ai fait le cours de jeune tireur, attention. À 18 ans, on recevait un fusil d'assaut et on allait tirer au stand à 300 mètres. On était très fiers, on se déplaçait en vélomoteur avec notre fusil en bandoulière. Il y avait d'ailleurs des filles aussi qui venaient avec nous. Et de là, je me suis rappelé tout ce qu'on nous avait dit et toutes les sensations que j'avais. C'est assez étonnant d'ailleurs la mémoire liée à l'écriture. Si on m'avait demandé dans la rue qu'est-ce que ça fait de tirer avec un fusil, j'en sais rien. Par contre, au moment où il se trouve que je dois écrire un passage où un type essaye de tirer, il y a une foule de sensations, de souvenirs, même déjà rien que le contact de se mettre à plat ventre par terre, et puis de se plaquer, de s'enfoncer dans le sol pour être absolument immobile, c'est quelque chose que j'avais complètement oublié. Et tout d'un coup, c'était là.
Même l'odeur de la graisse du fusil, je la retrouvais. L'impression du choc, l'exaspération de rater. Enfin bref, c'est assez étonnant. Donc tu avais déjà toutes ces caractéristiques techniques en tête. Oui, oui. Ah ouais, tu auras fait un bon militaire. Mais oui, mais bien sûr, j'aurais dû être colonel. J'aurais dû être chef de l'armée. Peut-être qu'on serait moins dans la merde maintenant. Poutine, les deux. Et puis alors, explique-nous quelle est cette mystérieuse organisation clandestine Hydra, vérité ou mensonge? Ah ben, évidemment que c'est une fiction fondée sur une réalité. Ouais. La Alors, réalité s'appelle P26. Alors là, il faut que tu nous éclaires un peu plus. Mais tout le monde connaît la P26. Tout le monde connaît la P26? Question suivante. Alors moi, je connais pas la P26. Tu connais la P26, toi? Moi, j'en me souviens d'avoir entendu, mais c'est pas. Je crois quand même qu'il faut que tu rafraîchisses certaines Ça mémoires. remonte aux années 90. À la suite de l'affaire Coty, de l'affaire des fiches, Voilà, c'est ça. il y avait eu une commission d'enquête parlementaire qui a commencé à regarder dans des dossiers qui n'étaient pas faits pour être montrés et qui a découvert qu'il y avait une organisation clandestine, pas militaire vraiment, mais paramilitaire, destinée à offrir une résistance en cas d'invasion par une puissance étrangère. Évidemment les Russes, le bloc soviétique, et cette organisation qui comptait 400 membres, qui devait au maximum en compter 800, constituée en différentes cellules, eh bien, avait déjà toute une formation en matériel, des locaux, des véhicules, des armes, des explosifs, des cours, des stages à l'étranger, des visites d'instructeurs du MI6 qui venaient, enfin bref, toutes sortes de collaborations avec l'Angleterre. Enfin bref, il y avait tout un truc qui était complètement bien manqué, rodé, mais qui n'était pas connu. Alors évidemment, ça a fait pousser des cris d'orfraie, d'autant plus que c'est arrivé au moment de la glasnost. Le patron de l'URSS, c'était Nikolai Gorbatchev, qui était un homme charmant, et puis qui était tout à fait rassurant, chute d'humeur et compagnie. Donc, c'était de dire, mais à quoi ça sert de faire des organisations comme ça, et même d'ailleurs à quoi ça sert encore d'avoir une armée, puisque maintenant c'est fini, c'est la paix, on s'aime tous, on va faire des affaires, c'est cool. Cool. Voilà. Et puis, bien sûr, ces gens, cette P26, cette organisation, a été dénoncée comme une sorte quasiment de gang de barbouzes qui étaient prêts à commettre des attentats, voire des putschs. Puis en fait, c'était pas vraiment ça. Alors, par la suite, tout ça a été éclairé, montré, visité et décrit notamment dans un livre de Martine Matter qui s'appelle P26, l'armée qui n'existait pas, enfin, quelque chose en traduction dit Geheime Armee die keine war, c'est le titre original. Donc en fait, tout ça est retombé comme un certain soufflet, et puis, enfin moi personnellement j'ai plutôt du respect pour cette activité, et puis surtout avec le recul on se dit ouais ben c'est pas si bête de prendre des précautions. Après tout, on n'est pas dans un monde totalement bisounours. On est d'accord. C'était pas assumé officiellement, c'est ça. C'est-à-dire que bon, il y avait quand même un conseiller fédéral en charge de l'armée qui était au courant de ça, et puis 4 parlementaires, dont d'ailleurs un brillant genevois, qui étaient membres de la commission de surveillance de cette organisation. Bien entendu, ces personnes étaient informées du moins possible pour que précisément ils ne puissent pas révéler les choses. Parce qu'un réseau de résistance clandestin, il faut qu'il soit clandestin. Sinon, il se passe ce qui s'est passé avec la résistance française, c'est-à-dire que quand vous prenez un résistant qui connaît 250 noms, eh ben,
au bout de quelques heures, ils donnent les 250 noms, parce qu'on ne résiste pas sous la torture. Et puis ces 250 personnes, elles vont se retrouver, elles, sous la torture. Enfin bref, donc il faut cloisonner et maintenir dans le secret de telle façon que même si le conseiller fédéral se fait serrer les doigts dans un étau, il ne peut pas dire, au-delà de 2 ou 3 noms, qui est dedans, où est la liste. Sinon, ça ne marche pas. Passer sous silence comme la plupart, la totalité, je ne sais pas, de tes romans, récits ou nouvelles, s'inscrit dans un terroir très local. Tous tes personnages, ou presque, sont comme toi, vaudois, et toutes tes intrigues, ou presque, se déroulent dans les limites du canton de Vaud. Comment expliques-tu cette, je ne sais pas quel mot utiliser, cette fidélité, cet attachement, cette assignation, cette dévotion, tu trouveras le mot qui convient, à ce qui constitue tes propres racines? Le mot racine est très bien, parce que c'est justement parce que c'est là que je prends les racines de mon imaginaire, de ma culture, de ma mémoire et tout. Et puis, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas tout aussi romanesque que Venise ou New York. Bien sûr que mettre une intrigue à Cossonay-Gare, c'est moins vendeur que de la placer à Berlin ou à Venise. Donc, mais tant pis. Je ne cherche pas à écrire des best-sellers, hélas. Mais disons que... Et puis en plus, je trouve ce pays tellement fascinant par ses gens, ses noms, ses lieux, son histoire. Je pense que si j'étais genevois, j'écrirais des histoires qui se passeraient à Genève et dans sa campagne. Parce que ça me nourrit. Quand je me promène au bord des rivières, ou quand je traverse ce pays à cheval, ce que j'ai fait pendant 25 ans, je suis avec mes personnages. Je n'ai pas besoin d'aller les chercher plus loin, comme je suis paresseux. Mais en même temps, il y a une manière de prendre le paysage et la géographie, puis légèrement la transformer. En effet, on n'est jamais à Cossonay, on n'est jamais à Yverdon, mais on n'est pas très loin de Valorbe. En même temps, on est au bord du lac Léman, on reconnaît les fortifications, les fameux GF et tout ça, qui doivent bien se trouver quelque part pas loin de la frontière. J'avais envie, en lisant, de dire, mais attends, ça c'est ce coin-là. Non, mais puis il y a un doux assemblage, un peu le rumicube du canton de Vaud, qui est assez passionnant. Disons que j'ai besoin d'avoir une certaine marge de manœuvre. Et pour des raisons totalement pratiques. Par exemple, à un moment donné, mon personnage de flic boit une bière à une terrasse de bistrot. Alors, l'endroit, c'est Valorbe. Il y a un bistrot au bord du pont, et tout le monde passe à toute vitesse pour aller à la frontière ou lentement. Et puis lui, il voit un pêcheur qui pêche à la mouche, depuis sa terrasse en buvant sa bière. Il va vers le pêcheur. Il le décrit dans l'autre. Or, il se trouve qu'à Valorbe, il y a le bistrot, il y a le pont, il y a l'orbe, mais il y a une réserve de pêche. Donc si je mets le pêcheur qui est en train de fouetter, de prendre des truites dans la réserve, il y aura 50 000 personnes au moins qui lisent mes livres et qui vont me dire non mais t'es complètement con, il y a une réserve à Valorbe, donc il ne peut pas être là. Et en plus il y a un poste de gendarmerie dans l'Aude. Donc j'appelle Valorbe la barre, et puis je suis libre de mettre mon pêcheur où je veux. Tout simplement. Mais sur les 50 000 personnes qui lisent le livre et les 48 000 qui habitent Valorbe, eh bien, ils vont tous dire ah, c'est chez nous, c'est Valorbe. Voilà, tout simplement. Buran-les-Bains, c'est Yverdon, évidemment. C'est une rivière qui s'appelle le Buran, qui passe juste à côté. Mais, et puis bon, j'ai pas envie de mettre des choses trop précises pour éviter les procès. On se rappelle avec Bernard que un des personnages du roman qui s'appelle Denis en Suisse s'appelle Abt, ABD. Et il se trouve que le personnage du policier, qui s'appelle, je crois, je sais plus, quelque chose comme, oui, Jean-Claude Abt. Je savais qu'il y avait un colonel qui s'appelait Abt, non mais Jean Abt, mais dit Jean-Claude, je risque rien.
Oh, Bernard reçoit, après 2 ou 3 mois, un téléphone de quelqu'un qui dit « Ouais, je m'appelle Jean-Claude Apt. C'est quoi ce bordel ?» Parce que des gens avaient vu, ils avaient dit « Ah, on ne savait pas que tu étais flic. » Le type n'avait peut-être pas lu, enfin certainement pas lu le livre, mais il s'est quand même dit « Mais qu'est-ce qui se passe? On se fout de ma gueule. » Enfin, bref, bon, les choses en étaient restées là. Et disons, il faut garder un peu de marge pour éviter de blesser des gens ou de se retrouver aux assises. Je me souviens que le chanteur Renaud disait à certains de ses concerts il y avait un personnage qui s'appelait Gérard Lambert. Ah ouais, génial. Et il disait, mais je me suis creusé la tête pour inventer un mot. Je pensais, il n'y a aucun Gérard Lambert en France. Et puis il dit, j'ai reçu 10 000 plaintes. Gérard Lambert. Bon, effectivement. Ouais, on peut trouver plus original. Franchement. Alors, j'ai l'habitude de demander aux auteurs que je reçois de choisir un passage, de le lire et de nous expliquer, avant ou après lecture, les raisons pour lesquelles il a choisi ce passage en particulier, alors que je n'échappe pas à la règle. Le moment est venu de sacrifier à cette tradition et de nous dire quel passage et pourquoi tu l'as choisi. Oui, alors, je vais vous lire un passage où Morisetti et Bourgeois reviennent d'un exercice. Ils sont allés vérifier s'ils arrivaient eux-mêmes à tirer aussi bien que la personne qui tire, en ayant la même arme. Et pour ça, ils sont invités par l'adjudant-major, titre qui n'existe pas, grade qui n'existe pas, Ziegler, à un exercice où ils vont découvrir certaines choses sur la capacité qu'ils ont de tirer et surtout l'émotion incroyable que ça leur procure dans le négatif comme dans le positif, au-delà de ce qu'ils pensaient en se disant c'est juste un exercice, enfin un test, enfin bref. Et puis donc ils rentrent en bagnole et il y a une petite conversation dans la voiture que je vais vous lire. Encore une chose, j'ai choisi ce passage-là pour vous montrer que le livre s'amuse à jouer sur les mythes. Je fais ça souvent dans mes livres sur les mythes suisses. Ici, il s'agit du mythe de Guillaume Tell et de Winkelried, entre autres mythes, donc qui remontent à bien avant encore la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, le fusil qui tire ces balles mystérieuses s'appelle le Tell 40, fabriqué pendant la guerre spécialement pour l'armée suisse avec lunettes, but, toucher une tête à 1000 mètres. Voilà, c'est fictif, bien entendu. Donc, ils sont allés tirer. Bourgeois a pas mal réussi, Morisetti parfaitement, et Bonzon qui est aussi un inspecteur, s'est complètement planté. Mais il conduit. Bonzon conduit en père de famille, taciturne, relâchant ses derniers tirs. Étonnant comme cet exercice a marqué chacun. Morisetti, bien sûr, ne déparle pas. Hyper géniale expérience, ce flingue, une tuerie. Hans, dit-il, un type énorme, exactement comme le capitaine Hermann, son ancien commandant de compagnie à Isone. Et à un moment, sa voix se serre en avouant que ça lui a mis la boule au ventre de se retrouver là-dedans, maintenant que c'est fini, terminé pour lui. Lui vient ensuite l'idée de rassembler ses connaissances sur Guillaume Tell. Alors il y a la pomme, le petit garçon, les sandales, la grosse barbe et bien évidemment l'arbalète. Ici, la mauvaise humeur de Bonzon cède à son penchant pédagogique. Morisetti apprend donc que l'engin ne tire pas des flèches mais des carreaux, capable de percer les murs et participe par là même à la disparition des chevaliers sur le champ de bataille, ce qui marque l'avènement de la guerre moderne où n'importe quel combattant, même un gringalet, même un pauvre, même un lâche, devient redoutable à distance de plus en plus grande. Tout y passe, Morgarten, Sempach, Morat, Granson. Quant à Guillaume Tell lui-même, Morisetti refuse tout net l'idée qu'il n'aurait pas existé et que l'origine du mythe soit scandinave. Alors, machin, je ne sais plus le nom, qui voulait qu'on se
met au garde à vous devant son chapeau le bailli Gessler. Le deuxième carreau sous la veste, et comment elle l'a quand même rectifié plus tard au coin d'un bois. Tout ça, c'est du bidon? Oui et non, puisque le monde entier y croit, et qu'il a son nom gravé sur le fusil que tu viens d'utiliser. L'argument semble rasséréner un peu Morisetti. On longe le très joli lac de Thun, à 60 à l'heure. Et celui qui s'est embroché sur les lances de ceux d'en face pour ouvrir un passage. Et avant, il avait demandé qu'on s'occupe de sa femme et de ses mômes. C'était Jackie. Arnold de Winkelried, lui. Lui, c'est l'exploit inverse de celui de Guillaume Tell. Distance zéro, combat au corps à corps, sacrifice absolu pour le groupe. Il semble bien qu'il n'a jamais existé non plus. N'empêche que lui aussi pourrait avoir son nom gravé. Sur la baïonnette du Tell, pourquoi pas. S'engage un débat sur le courage et la lâcheté à travers l'histoire, considéré en relation avec la distance d'engagement. Bonzon affirme que la morale n'est pas une question à se poser quand il s'agit de s'entretuer pour assurer sa survie ou celle des siens. C'est une loi de la nature, et ceux qui ont refusé de s'y soumettre ont été les premiers à disparaître. Morisetti reconnaît qu'il n'avait jamais réfléchi à cela. À son minuscule avis néanmoins, l'option Winkelried est plus belle que la telle. À sa place, Winkelried dézinguait le shérif au premier shot. Il se faisait buter par les gardes tout de suite après, d'accord, mais le fils, il avait un max de chance de s'en tirer. Alors que là, un poil trop bas. D'ailleurs, autrement que porte-pomme, il joue un rôle dans l'histoire, le fils de Guillaume Tell. Au fait, c'est comment son prénom? Interloqué, Bonzon ne sait pas. Interpellé, Borjos contente de grogner son ignorance à lui aussi. Il s'endort. Vous savez, vous, le nom du fils de Guillaume Tell? Werner. Werner. Par contre, Winkelried, ses dernières paroles, c'était « Quel est le salaud qui m'a poussé ?» Alors, j'ai aussi demandé à Vincent, j'ai fait à Vincent la même demande, de choisir un passage et de nous expliquer pourquoi il a choisi en particulier ce passage. Alors, on t'écoute, Vincent. Mais je veux dire, moi j'ai choisi le titre « Passer sous silence », avec en plus une reproduction d'Adler. Parce que dans un précédent livre, Carole et quelque chose, Pays de Carole. Pays de Carole, le narrateur et par répercussion le lecteur prenait le canton de Vaud en pleine poire. C'est-à-dire c'était la culture vaudoise, la pensée vaudoise, il y en a point comme, quand on voit ce qu'on voit, quand on sait ce qu'on sait, on est bien content de penser ce qu'on pense. Et je trouvais ce livre très... J'étais dans une marmite, quoi, dans le couvercle du canton de Vaud. Je suis vaudois, donc je connais assez bien. Et puis dans celui-là, il y a quelque chose qui a complètement changé, parce qu'on a un côté plus impressionniste, plus détaché de la réalité du canton de Vaud, et on en joue beaucoup. Alors on en joue d'un point de vue géographique, on en a un peu parlé, on dispatche un peu ça, et puis justement parce qu'il y a un bourgeois Bovard qui a eu le temps de faire le tour de la question et n'est plus très, comment dire ça, très impressionné par la hiérarchie, par tout ça. Et puis on a ce Morisetti, dans Morisetti il y a Risette aussi, hein. Il fait Risette, donc il fait rire, il débloque tout, il casse les codes, il met les pieds dans le plat, c'est un topio de première, comme on dirait chez nous. Et il a, donc ça fait éclater le canton de Vaud tout en le décrivant. Alors on arrive au départ à Adler, mais il me semble comme il y a tellement de personnages et tellement quand même d'intrigues, c'est plutôt un tableau de Bruegel au départ. Ça crie, ça bouge, ça partout, chacun a une action différente, c'est très coloré. Et
tout d'un coup, on a en somme ce canton de Vaud qui apparaît un peu brinque, un peu fou, et passé sous silence parce que il y avait la question qui était effleurée tout à l'heure, c'est des gens qui vont disparaître. Ce canton de Vaud-là, peut-être ancienne mode, est en train de partir sous silence. Les gardes fortifications, moi j'ai fait de l'armée, j'étais dans les fortifications, j'ai rencontré un responsable GF. Les GF, c'était ceux qui s'occupaient, qui étaient professionnels de la fortification, ils s'occupaient des vélos. On nous a foutu dans les mains un vélo de 1932 qui pesait 40 kilos, puis ils expliquaient, il fallait faire comme ça, puis nous, on foutait des coups de pied dedans, on n'a rien essayé. Et le type, il en était malade, parce que c'était ses vélos qu'il travaillait depuis 40 ans. Donc on a toute cette structure qui a été construite. On a les fortifications, mais en même temps, il y a tout ce canton de Vaud qui a été construit. Et on a ces personnages qui vont petit à petit disparaître, Bourgeot, les chasseurs, des tas de choses comme ça. Et en effet, en somme, on passe dans la peinture de Bruegel et on arrive, en passant par l'impressionnisme, on arrive à Baudelaire parce que tout ça va s'effacer et il restera un paysage à peu près immuable, sans personne. Et ça donne au livre un drôle de regard parce que tout ça, c'est passé sous... Ça va disparaître. Et c'est pas simplement une action de la P26 ou je sais pas quoi, il y a tout un monde qui est en train de disparaître. Alors si on se dit le monde suivant c'est Morisetti, ça va être assez cocasse. Mais Morisetti, vous dites que c'est un topio, je suis pas Non, c'est pas tout. Il est génial, mais il n'utilise pas les codes et il n'en a pas besoin. Il se moule pas dans... Mais disons, il me semble que le monde sera pas pire sous Morisetti que sous Bourgeot. Oui, j'en suis convaincu. Ouais. Maintenant, j'aime bien que vous signaliez le fait qu'il y a une sorte de maintien de la mémoire. Il ne me déplaît pas d'imaginer qu'on puisse apprécier ce que je fais en se disant, tiens, dans son travail, il y a, comme chez un photographe qui aurait fait beaucoup de portraits, beaucoup de paysages, d'objets, d'architecture, etc., et qui laisse un témoignage sur une époque ou sur des époques à titre presque documentaire. Ça ne me dérange pas de penser ça. Et c'est aussi pour ça que je ne crains pas de situer les choses dans un certain lieu, même avec marge, et avec certains faits historiques et à certaines références chronologiques. Après tout, la littérature, c'est aussi ça. C'est pas toujours être complètement détaché de la réalité, ça peut être aussi dedans. Donc je suis content que ça passe, que ça ne soit pas passé sous silence. Dernière, puisqu'on parlait d'ancienneté et de tradition, une dernière tradition ici, on demande souvent à l'auteur de nous parler d'un livre de littérature suisse romande qui l'a particulièrement marqué ou qu'il aimerait partager quelques considérations. Qu'est-ce que tu as choisi? Comme ça, m'est revenue l'idée de parler de Je d'Yves Velon. C'est une lecture qui m'a énormément plu et que j'ai trouvé géniale. Je trouve que ce roman est un chef-d'œuvre. C'est donc l'histoire d'un pasteur dans la région de Rolle, en plein canton de Vaud, qui est tourmenté par toutes sortes de questions religieuses et surtout morales. Et puis ce qui est extrêmement fort au niveau de l'écriture, c'est que il pratique ce qu'on pourrait appeler une sorte d'écriture phénoménologique. Le narrateur écrit au jeu en caractère romain, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il voit, ce qu'il a entendu, les dialogues qu'il restitue, etc. Et puis en italique, comme des espèces de flash, de pensées, de sensations, d'émotions qui le traversent pendant même son introspection et sa réflexion.
Donc on a une pénétration de l'inconscient, du subconscient, dans le conscient, fait au moyen d'italique. C'est remarquablement bien fait. J'avais d'ailleurs pris ce livre avec des élèves et j'avais eu aucune peine à leur faire admirer le talent extraordinaire de ce Yves Voland, qui n'a pas d'ailleurs écrit beaucoup d'autres romans, mais celui-ci, vraiment chapeau. Et personnellement, c'est quelque chose, alors je ne pratique pas de la même façon, mais si quand même, je sais que ce livre m'a appris des choses sur ma façon d'écrire, plus que d'autres. Maintenant, j'aurais pu vous parler de Ramu, que j'adore, de Mercouton, d'Alice Grobetti, qui elle aussi m'a beaucoup appris de choses dans ce type même d'écriture-là. En somme, les auteurs du nouveau roman m'ont apporté beaucoup, même si je ne me reconnais pas comme un membre de cette mouvance du nouveau roman. Plus tard aussi. Alors, on arrive tranquillement au terme de cet entretien. Il serait temps de passer aux questions. Auparavant, j'aimerais rappeler, même si Corinne l'a fait en début de séance, que Passer sous silence et d'autres livres de Jacques-Étienne Bovard sont en vente auprès de Claire, notre libraire préféré de la librairie Atmosphère. 1 rue Saint-Léger, je rappelle l'adresse pour celles et ceux qui auraient encore l'outrecuidance de ne pas la connaître. Des livres évidemment que Jacques-Étienne se fera un plaisir de dédicacer. Vous connaissez le rituel, je ne vais pas vous l'apprendre. Si vous désirez ajouter à l'achat incontournable de Passer sous silence un autre livre de Jacques-Étienne Bovard, je vous conseille de jeter un coup d'œil, mais pas que, à Nain de Jardin, une délicieuse satire du bonheur, du paradis helvétique, dans le cadre d'une copropriété. Alors, voilà, on va passer maintenant aux questions. J'espère qu'elles seront aussi spontanées que nombreuses. Mais en général, le départ est un peu diesel, c'est un peu laborieux. Il faut que quelqu'un se lance. Oui, Denise. Après Passer sous silence, vous êtes obligé de faire un autre ouvrage. Merci. Oui, ce sera fait. Comment? Ce sera fait. Ah, bravo. Je ne vais pas attendre pour 14 ans. Bravo. On se réjouit. Autre question? Non, mais alors c'est juste pour lancer l'histoire. Il y a quelque chose qui est très frappant dans ce roman, c'est qu'on y croit. Alors que tu as tout inventé, par exemple l'organisation de cette brigade qui n'existe pas, les méthodes qui sont utilisées et qui seraient probablement désapprouvées par les gens du métier, etc. Et je me suis posé la question, je ne sais pas si tu peux y répondre, comment est-ce que tu as fait pour qu'on y croie complètement alors que tu inventes tout? Alors que tout est imaginé, tout est imaginaire. Ben, il faut que j'arrive à ce que j'y crois moi-même. Et puis c'est là la difficulté. Parce qu'imaginer, c'est une chose, c'est comme un rêve. Et puis, une fois que c'est sur le papier, pour que ça devienne crédible, en tout cas à mon jugement, c'est là où j'en bave. C'est là aussi où je jette, parce que j'y crois pas. Et puis il n'y a rien de plus frustrant et il n'y a rien de plus déprimant que d'écrire quelque chose, puis on se dit non, mais non, ça ne va pas. C'est pas encore ça. Alors il faut faire mieux, ou si tu n'y arrives pas, il faut jeter. Parce que ça ne vaut pas la peine. Donc oui, c'est intéressant. Et je pense que c'est parce qu'il y a un moment donné où j'y crois et où je me dis mais ça ne peut pas être autrement que ça peut devenir convaincant pour l'autre, le lecteur, la lectrice. Vous nous avez dit que vous avez attendu 14 ans pendant lesquels vous n'avez pas envie d'écrire. Vous m'avez donné un peu plus de détails. Qu'est-ce que vous a fait quand même, tout d'un coup, vous a donné envie d'écrire? Et deuxièmement, est-ce que ça vous a plu? Parce que vous avez peur que ça ne va pas vous plaire, puisqu'il y a d'autres choses peut-être que vous auriez pu faire.
Comment ça s'est passé ça? C'est peut-être un peu intime, mais juste quelques idées Il n'y a pas eu, je pense, un jour de ces 14 ans où j'ai pas pensé à écrire. à écrire. Il n'y a pas un jour de ces 14 ans où je n'ai pas continué à être dans la vie courante, etc., en disant mais tiens, ça j'écrirais comme ça c'est une expression qui est bonne, alors j'adore ce mot, je déteste ce mot, enfin bref. Et puis, donc ça continue à tourner. Et je pense que j'ai dit à des gens que j'écrirais plus jamais. Ah bon? Oui, je l'ai dit. Mais parce que je voulais qu'on me foute la paix. Mais je savais que c'était pas vrai, à moins d'un événement, mais que j'allais y revenir d'une manière ou d'une autre. Mais oui, je pense que je savais que j'avais pas dit adieu à ça toujours. Mais je savais aussi que je pouvais vivre sans. Puis ça me plaisait. Sans le manuscrit. Mais là-dedans, ça tournait. Oui. Et Mais puis ça quand s'est déclenché comme ça? Oui, mais je pense que ça s'est déclenché aussi par excès d'exaspération vis-à-vis de mon travail administratif. Ah. Parce que pendant ce travail administratif, mais je ne veux pas cracher dessus. Non. Mais il y a eu des défis. Il a fallu que j'apprenne ce foutu Excel et tout ça. Puis à fonctionner d'une manière qui est contraire à ma nature. Je suis un rêveur, un désorganisé, etc. Et tout d'un coup, j'ai dû être un champion de l'organisation. Donc c'était intéressant de faire ça. Puis à un moment donné, j'ai réussi à le faire. Et puis c'est à partir de là que j'ai commencé à m'ennuyer. Et vraiment à souffrir sur Excel. Et puis je voulais de nouveau des phrases. Et de rédiger des formules administratives. Ça devient insupportable, quoi. Merci beaucoup. D'autres questions? À moi peut-être. J'aimerais d'abord relever la qualité des personnages secondaires. C'est assez rare dans un roman, je pense au Champignon-honneur, par exemple, lors des personnages qui existent autant. Et ce qui m'amène à ma question, est-ce que tu prévois à l'avance exactement tout? Est-ce que l'intrigue est complètement rigide ou est-ce que tu te laisses un peu mener par le récit, ce qui te permet justement de rajouter des personnages Non, je suis pas dans la structure. Et c'est ce qui aussi me complique énormément la vie, c'est que j'ai un plan extrêmement vague, une direction confuse au début du livre, des personnages fluctuants, puis ça se constitue peu à peu, et puis ça avance K1, KA, AU et ADIA, et ça me pose des problèmes d'organisation. Mais en même temps, j'aime bien parce que je vois bien que mes personnages au début sont assez caricaturaux et plus ils avancent, plus ils s'affinent, et plus ils m'intéressent et plus je m'y attache, mais aussi plus ils deviennent indépendants. Et ça, c'est assez inquiétant mais enrichissant. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un roman dont les personnages, en ayant décidé de pousser jusqu'au bout ce que je dis maintenant, c'est-à-dire de vraiment laisser aller le roman où il veut, avec des personnages qui vont aller où ils veulent. Donc ça veut dire que je prends le risque qu'il y ait une intrigue qui soit incohérente, qui n'ait pas de sens, ou qui n'ait même pas d'intrigue, pas de chute, puis qu'on arrive à la fin du livre en étant dans la difficulté de le résumer. Mais en même temps, je me dis, mais c'est ça la vie. Est-ce que vous pouvez exactement résumer ce que vous avez fait dans une année, ou un mois, ou à telle période, etc. Et puis au fond, ce qui fait notre vie, et l'intérêt que nous avons de vivre, c'est de rencontrer des gens, mais dont on ne sait pas tout, ni de ce qui est arrivé avant, ni de ce qui va suivre. Et puis on est pris dans quelque chose qui nous échappe à peu près à 99,8%. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup dans un roman il faudrait que les choses soient cadrées, calibrées, divisées par chapitre, puis qu'on finisse exactement où il faut pour que ce soit avec une belle chute, etc. Oui, c'est bien, moi j'aime lire des livres comme ça aussi, mais j'ai envie de voir, de prendre plus de risques, justement y compris dans les personnages secondaires, qui peut-être tout d'un coup vont devenir un personnage principal. C'est comme ça dans la vie aussi. Sauf que le roman n'est pas la vie. Le roman a un début, il a une fin, ce qui n'est jamais le cas dans l'existence. Non, mais
On peut pas transposer l'existence dans un roman, ça c'est absolument impossible. Il y a Mais des... je vais quand même le faire. Je vais me casser la gueule, mais je vais le faire. Je te rappelle, alors c'est l'ambition avérée des faux monnayeurs d'André Gide, hein, c'est ce qu'il met en scène ici, avec un écrivain qui n'y arrive pas, justement. J'espère que je vais faire quelque chose qui m'ennuiera moi-même. Que les faux monnayeurs. Encore une question? Est-ce que vos élèves vous lisent? Disons que ça arrive, oui, c'est arrivé, mais j'ai jamais fait de publicité, donc je disais jamais que j'écrivais des livres, mais ils le découvraient par leurs parents, la presse, ou un copain, etc. Et puis de temps en temps, ils lisaient et ils m'en parlaient. Mais j'ai jamais mis mes livres au programme. Voilà. Non, c'est arrivé une fois que des élèves me demandent qu'on lise un de mes textes. Et il se trouve que Bernard avait fait un tiré à part de Une pinte de bon sens et une nouvelle de Nat Jardin, qui se passe justement à la protection civile, et qui est assez comique, assez méchante, comme ça. Et puis, il y avait ce tiré à part, dont j'ai pu avoir son exemplaire. Donc j'ai dit aux élèves, juste avant la fin de l'année, puisque vous voulez voir ce que le prof fait, voilà, je vous le distribue, évidemment c'est gratuit. Et puis, vous allez pouvoir faire une analyse de texte en vérifiant si ce que vous dites, l'auteur y a pensé ou pas. Parce que c'est souvent la question que les élèves posent. Il faut c'est que Balzac, il a pensé ça quand il écrivait. Alors, là, si vous avez l'auteur sous la main, je vais pouvoir vous dire, etc. Et puis, oui, c'est juste, non, c'est faux. Vous pensez, donc vous avez raison. Vous avez non, c'est nul. Enfin bref, on s'est bien amusé avec ça, et puis voilà, mais c'était marrant. Bon, je crois qu'on arrive tranquillement à l'heure de l'apéro et des signatures. Donc, je vous libère de vos chaînes silencieuses. Vous pouvez vous restaurer, acheter les livres, demander une dédicace. Avec plaisir. Voilà.